Que faisait cet homme dans ces montagnes? Que s'est-il passé là-haut? Pourquoi n'a-t-on retrouvé que son équipement? En 2003, un objet très étrange est sorti des glaces. Il est unique. Jamais on n'avait retrouvé quelque chose comme ça. Quand je pense que je suis la première à avoir tenu ce carquois vieux de près de 5000 ans, je ressens encore des frissons dans les doigts. Et après le carquois, on a retrouvé un équipement complet qui pourrait appartenir à un chasseur du néolithique. On s'est demandé qui était cet homme. On l'appelait Schnidi. Moi, je pense que Schnidi a eu un accident. Un accident probablement mortel. Maintenant, la seule chose qu'on a envie de savoir, c'est où il est. Et on espère qu'on va le retrouver, bien sûr. C'est vraiment l'enquête la plus excitante de toute ma carrière. En Suisse, il est considéré comme un mythe. Avec ses sommets qui culminent à plus de 4000 mètres d'altitude et ses arêtes abruptes, le massif de l'Oberland est un paradis pour les passionnés d'alpinisme. Mais ce que l'on ignore, c'est que ces montagnes recèlent aussi l'une des plus grandes énigmes de l'archéologie européenne. Un cold case vieux de 5000 ans. Dans l'une des zones les plus reculées du massif, les archéologues sont sur la piste d'un homme qui serait mort à la fin de la préhistoire. Son corps pourrait être encore prisonnier des glaces. La découverte de cette momie permettrait de mieux comprendre le néolithique. Une période charnière de l'histoire de l'humanité. Ça va ton sac à dos? Oui, il est un peu trop grand pour moi, mais ça va. Cette équipe d'archéologues est chargée de résoudre cette affaire. Ces femmes partent 4 jours en expédition, dans l'espoir de retrouver la dépouille de cet inconnu. Avec leur sac à dos rempli de matériel de fouille, elles vont gravir plus de 1300 mètres de dénivelé pour atteindre le col du Schnidejor. Ce site se trouve à très haute altitude. Là, nous sommes loin d'être arrivés, et pourtant nous nous trouvons déjà à plus de 2000 mètres. Ce sont donc des conditions de travail un peu spéciales pour nous. Le chemin pour accéder au site de fouille est vraiment fatigant. Cet été 2018 est particulièrement chaud. Sur les sommets, la fonte des glaciers s'est accélérée. Qui sait ce qu'ils peuvent avoir à révéler?
Le site de fouille du Schniedejord, moi, ça fait déjà des dizaines de fois que j'y grimpe. Et chaque fois que je remonte, je me dis que tout est possible. Car on ne sait jamais dans quel état va être le glacier. Est-ce qu'il restera encore de la glace ou pas? On ne peut jamais savoir si de nouvelles choses sont apparues. Peut-être qu'on trouvera Shinidi aussi. Les chances sont minimes quand même de le retrouver, mais personnellement, je perds pas espoir. Le corps de Shinidi permettrait aux archéologues de collecter des informations uniques sur le néolithique. Cette découverte constituerait l'aboutissement d'une traque hors norme qui a débuté en 2003. Cette année-là, les températures sont extrêmement élevées. Et les glaciers fondent à une vitesse préoccupante. Au Schniedejord, la couche de glace qui recouvrait le col disparaît presque complètement. Si bien qu'à la fin de l'été, un chemin de grande randonnée est ouvert jusqu'au sommet. Mon mari m'a assuré que les glaces avaient tellement reculé qu'on pouvait enfin atteindre le col du Schniedejord sans devoir traverser le glacier en crampons. Alors on a décidé de faire cette randonnée. Ursula Leuenberger est l'une des premières à emprunter ce nouveau sentier. Le 17 septembre 2003, cette éducatrice spécialisée, passionnée de haute montagne, prend la direction du Schniedejord avec son mari. Elle est alors loin d'imaginer qu'elle va découvrir l'un des plus beaux trésors archéologiques jamais retrouvés dans les Alpes. Ça s'est passé lors du 3e jour de marche. Ce jour-là, on a dû grimper une moraine très impressionnante. Puis nous nous sommes retrouvés dans une combe, dans laquelle se trouvait un petit névé. Et c'est là que tout à coup, je vois devant mes pieds un objet très étrange. Je me suis demandé ce que ça pouvait bien être. Est-ce que c'était du bois, du cuir ou de l'écorce d'arbre? Mon mari m'a dit qu'il restait encore 4 heures pour atteindre le refuge. Il voulait qu'on se dépêche et que je laisse l'objet sur place. Mais j'étais trop curieuse de savoir ce que c'était. Alors je l'ai pris et je ne l'ai plus lâché. De retour chez elle, Ursula veut tirer cette affaire au clair. Elle contacte le musée d'histoire de Berne. J'ai reçu un appel téléphonique ici d'Ursula Leuenberger. Elle m'a annoncé qu'elle avait trouvé quelque chose dans les montagnes et qu'elle aimerait me le montrer. Honnêtement, je ne savais pas quoi penser. Beaucoup de personnes croient avoir trouvé quelque chose d'archéologique. Quand j'ai déballé l'objet, Sabine Bolliger a ouvert de grands yeux. Elle semblait bouleversée. Elle a même dû s'asseoir. Oui, c'est vrai, j'ai dû m'asseoir. J'étais tellement sous le choc. Ce qui m'a frappé, c'est qu'on sentait encore l'odeur de l'écorce de bouleau. C'était un moment absolument incroyable. Je me suis dit qu'il s'agissait d'un objet préhistorique. Mais je n'arrivais pas à savoir ce que c'était. Ça ressemblait à un carquois, mais je n'étais pas sûre. Pour vérifier son intuition, Sabine Bolliger envoie l'objet au service archéologique de Berne, qui possède un laboratoire de pointe.
L'analyse confirme son hypothèse. Il s'agit effectivement d'un morceau de carquois, un étui servant à ranger des arcs et des flèches. Mais de quand date-t-il? Vient-il réellement de la préhistoire? Cet objet avait vraiment l'air très ancien, mais à l'œil nu, il était impossible de déterminer vraiment son âge. On a donc effectué une datation au carbone 14 pour savoir si ce carquois était vraiment aussi ancien qu'il en avait l'air et si cela valait la peine de mener une enquête plus approfondie. Ces datations ne laissent aucune place au doute. Ce morceau de carquois est bien issu de la préhistoire. Il date de 2800 avant notre ère. Il est donc resté dans la glace pendant près de 5000 ans, depuis le néolithique, une période fondamentale de l'histoire de l'humanité. Pour le comprendre, il faut remonter encore plusieurs dizaines de milliers d'années en arrière. Dans ces temps très reculés, les hommes sont alors nomades. Ils se déplacent constamment pour trouver de quoi se nourrir. Leur alimentation est basée exclusivement sur la chasse et la cueillette. Mais vers 10 000 avant notre ère, au Proche-Orient, leur mode de vie change profondément. C'est ce que les archéologues appellent la révolution néolithique. Les hommes inventent l'agriculture et l'élevage. Ils cultivent les céréales et domestiquent les animaux. Ils se sédentarisent autour de leurs champs et créent les premiers villages. C'est à cette période qu'apparaît la notion de propriété. Pour défendre les territoires sur lesquels ils se sont installés, les hommes n'hésitent pas à prendre les armes. C'est ainsi que naissent les toutes premières guerres. Ce mode de vie néolithique se diffuse très lentement vers l'ouest selon deux courants. Une première vague se répand au sud, par la mer Méditerranée. L'autre, plus au nord, se propage par voie continentale. Vers 4000 avant notre ère, ces deux courants se rejoignent à l'ouest de l'Europe. Le terme de révolution néolithique a été choisi car il marque un changement fondamental et irréversible. L'homme se met à contrôler la nature et à produire ce qu'il consomme. Ça montre un peu les grands changements que cette néolithique a produit pour l'humanité. Sans le développement de l'agriculture et la domestication des plantes et des animaux sauvages, on ne serait pas ici. Notre monde actuel ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui si la révolution néolithique n'avait pas eu lieu. Ce morceau de carquois est un témoignage direct de cette révolution qui a bouleversé l'humanité. Pour les archéologues, sa valeur est inestimable. Il est unique. Jamais on n'avait retrouvé quelque chose comme ça. La première fois où je l'ai vu, j'étais complètement fascinée. Je n'avais jamais vu un tel objet en écorce de bouleau. Et je me suis dit tout de suite, si on a découvert cet objet, cela veut dire que d'autres choses vont certainement apparaître là-haut. En 2004, Catherine et ses collègues mettent donc sur pied une expédition pour fouiller au Schniedejor dans la discrétion la plus totale. On ne voulait pas que les gens apprennent ce qui venait d'être découvert. On avait peur qu'ils aillent faire eux-mêmes des recherches sur place. C'est vrai que la plupart du temps, quand les gens passent à côté d'objets archéologiques, ils ne les voient même pas. Mais un grand objet ne serait certainement pas passé inaperçu. Donc peut-être que quelqu'un l'aurait pris et qu'on n'aurait jamais pu le récupérer. C'est pour ça qu'on n'a rien dit à personne dans un premier temps. Sur les récipients grises était écrit « service archéologique ». Et on a même collé du scotch sur les inscriptions et on a dit aux randonneurs, quand ils sont démodés, qu'on cherche du bois pour retracer les mouvements des glaciers.
Les scientifiques partent à l'assaut du col. L'ascension est harassante. 1300 mètres de dénivelé. Le lendemain, ils arrivent au Chenil de Yor. Et les archéologues repèrent aussitôt un nouvel objet dans la glace, à seulement quelques mètres de l'endroit où le morceau de carquois a été retrouvé. Il s'agit cette fois d'un fragment de pantalon en cuir. Ce qui était absolument étonnant, c'était ça sentait encore le cuir les premières heures qu'on s'est sorti de la glace. Donc ça, c'était vraiment incroyable. De retour à Berne, Albert le fait analyser. Et il date lui aussi de 2800 avant notre ère, comme le carquois. Ces deux objets de près de 5000 ans, retrouvés au même endroit, pourrait-il avoir appartenu à la même personne ? Chaque été, durant 15 ans, les archéologues reviennent fouiller, dans l'espoir de trouver de nouveaux indices. J'ai fait le trajet jusqu'au col au moins une quarantaine de fois. Et à chaque fois, je me disais, qu'est-ce qui va apparaître de nouveau ? Dès les premières campagnes, les scientifiques découvrent de nouveaux objets. Il s'agit des deux autres morceaux en écorce de bouleau qui composaient le carquois. Ursula Leuenberger, elle, en avait retrouvé la partie supérieure. Les années suivantes, les glaces libèrent cette corde, fabriquée en tendon d'animal. Les restes d'une chaussure en cuir, un morceau de manteau en fibre végétale et des flèches en bois. À cette altitude, il y a beaucoup moins d'oxygène, moins de germes. Sous le glacier, c'est isolé et ça ne se décompose pas comme ça arrive parfois dans l'eau, par exemple. L'intérieur du bois peut se décomposer sous l'eau, mais dans un glacier, ça n'arrive pas. C'est pour ça que ces objets avaient l'air comme neufs. On avait une sensation d'ivresse. On se sentait accro devant tous ces objets qui apparaissaient. En 2005, nouveau coup de théâtre. Un médecin de Wiesbaden en Allemagne contacte l'équipe. 2 ans plus tôt, il a traversé lui aussi le Chenil de Yor. Avec des amis, nous sommes partis très tôt ce matin du 19 septembre 2003 pour traverser le col du Chenil de Yor. Une fois arrivé là-haut, tout à coup, l'un de mes amis a crié « Eh, venez voir, j'ai trouvé un bâton dans la neige !» On s'est tous rassemblés et certains ont dit qu'il devait s'agir d'un bâton pour la marche, qu'un enfant avait peut-être perdu. Mais moi, j'ai remarqué des encoches bizarres en haut et en bas. Donc pour moi, c'était clair. Ce bout de bois que nous avions retrouvé était un arc. Mais je me demandais bien ce que cet arc faisait ici, dans les Alpes. Puis je l'ai ramené chez moi et je l'ai donné à mon fils. Mais il ne lui plaisait pas, il ne pouvait pas se plier, il était trop rigide. Alors je l'ai posé dans un coin et il est resté là. 2 ans plus tard, le docteur Wolters apprend que des fouilles sont menées au Chenil de Yor.
Il décide alors d'envoyer une photo de sa découverte aux archéologues de Berne. Leur chef m'a appelé directement en me disant « Ce qui veut dire « Je suis bouleversé ». Et il a demandé comment je peux le récupérer. Je lui ai fait une blague. Je lui ai dit que j'allais le couper en morceaux et que je l'enverrais dans une enveloppe. Il m'a dit non, 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 je viens le récupérer à Wiesbaden. Une fois rapatrié à Berne, cet arc et tous les autres objets retrouvés au Schneedejord sont datés grâce au carbone 14. De nouveau, les résultats convergent. Nous avons scrupuleusement déterminé l'âge de tous les objets. Et tous, sans exception, datent de la même époque. Donc il était désormais clair pour nous que tous ces objets appartenaient bien à une seule et même personne. C'était une sensation tellement spéciale. Un attirail comme ça, personne n'en avait encore jamais retrouvé. On a non seulement un arc et des flèches, mais aussi un pantalon, une chaussure. On dispose donc de l'attirail complet de ce qui semble être un chasseur qui vivait au néolithique. Natürlich nur ganz selten. On lui a donné le nom de Schneedi, parce que son attirail a été retrouvé au Schneedejord. Donner un nom pour s'identifier au personnage, c'est une pratique courante en archéologie. Notre théorie, c'est que si Schneedi était bien un chasseur, il est peut-être allé en montagne pour chasser le chamois ou le bouquetin que l'on mangeait à cette époque. Mais la grande question qui se pose, c'est qu'est-ce qui a pu se passer dans les montagnes lors de cette chasse? On a retrouvé son arc, ses flèches, son pantalon, sa chaussure. Ce ne sont pas des objets que l'on perd comme ça, juste en passant un col. On a notamment retrouvé sa jambière de pantalon. C'est une part d'équipement très importante à la survie en altitude. Il n'aurait sûrement pas abandonné ou déposé une partie de son équipement sur place. Donc pour moi, Schneedi a eu un accident. Moi aussi, je suis certain que ce chasseur a eu un accident. Un accident probablement mortel. Est-ce qu'il a été attaqué par des animaux sauvages ou par des hommes, des ennemis?
Même si concrètement on n'a pas trouvé de traces sur les vêtements de Schneidi qu'il a été attaqué, on pense quand même qu'il s'est fait attaquer et que dans la panique, il ait pris la fuite et qu'il se soit perdu dans la montagne. Dans ces conditions, Schneidi devait être à bout de force, certainement transi de froid. Même aujourd'hui, avec nos vêtements chauds, si on se fait surprendre par une tempête en montagne, ça peut nous coûter la vie. Il ne pouvait certainement plus marcher. Voilà le scénario qu'on peut imaginer. Selon nous, c'est le scénario le plus probable, mais tant qu'on n'a pas la pièce essentielle, donc le corps de Schneidi, on restera dans le flou. On a du mal à comprendre pourquoi on n'a pas encore retrouvé ce corps. Lorsque vous trouvez d'abord une chaussure, et puis un pantalon, et enfin des flèches, vous vous dites, il doit y avoir aussi le corps d'un homme pas loin. Il y a toujours la chance de trouver encore le corps dans la glace. C'est une hypothèse absolument valable. Ce serait une découverte incroyable. Tant que les glaces du Schnee-de-Jord n'ont pas encore fondu entièrement, il existe encore une chance. Le névé en haut du Schnee-de-Jord a-t-il encore reculé? C'est pour le vérifier que ces archéologues ont monté cette nouvelle campagne de fouilles. Après 2 jours d'ascension, elles viennent d'arriver au col. Le névé a encore beaucoup diminué. Mais il n'a jamais complètement fondu depuis 5000 ans. Donc en principe, Schneidi pourrait encore se trouver en dessous. Ça doit faire encore 60 cm d'épaisseur. Si on peut découvrir quelque chose, ce sera forcément ici. Nous faisons chaque année des photos depuis cet endroit, toujours le même, pour voir là où la glace a le plus fondu.
Ça nous permet de repérer les zones qui viennent d'être libérées des glaces cet été. Parce que c'est dans ces zones qu'on peut avoir des chances de trouver quelque chose de nouveau. Ces mousses me perturbent à chaque fois. On dirait du tissu. Oui, moi aussi. J'en ai une très belle là. Regarde, celle-là, elle est vraiment superbe. Les heures passent, mais rien n'apparaît. Aucune trace de Schneidi. Pourtant, en fin de journée, Ça y est, c'est bon? Catherine repère quelque chose. Oui, c'était là dans la glace sous la pierre. Dans le permafrost qui n'a pas encore fondu. Regarde, il y a ces morceaux de bois. Catherine vient de découvrir juste à côté du névé un morceau de bois qui pointait sous les pierres. Et en retournant les autres pierres, on se rend compte qu'il y a d'autres morceaux. Il faut que Catherine les prélève pour les ramener à Berne. Il pourrait s'agir d'une nouvelle flèche brisée de Schneidi, qui sait. Mais pour en être certain, il faut vraiment que nous dations cette pièce. Et quand on aura fait cette datation au carbone 14, alors on saura si cet objet est bien de l'époque de Schneidi. Si les datations confirment cette hypothèse, cette flèche complétera l'attirail de ce chasseur. Mais ce n'est pas ce que les archéologues espéraient trouver aujourd'hui. Malheureusement, nous n'avons toujours pas retrouvé le corps. Mais il existe encore une possibilité. Il reste encore et toujours ce dernier morceau de névé qui n'a jamais fondu depuis que Schneidi a traversé le col. Honnêtement, je ne peux pas savoir si nous allons le retrouver un jour. Mais je crois que l'aventure est loin d'être terminée. Les expertes gardent espoir. L'été prochain, elles reviendront fouiller. En attendant, elles ont décidé de s'attaquer à une question essentielle. D'où venait Schneidi? Habitait-il dans un village, en contrebas du Schneideyor? Dans ce cas, les archéologues devraient retrouver les traces de ce village dans la vallée. Les scientifiques ont une nouvelle piste à explorer, dans ce lac situé à un peu plus de 2 jours de marche du Schneideyor. Lukas Scherer se prépare à une fouille subaquatique avec son équipe. Au fond de ce lac, il a repéré un site qui pourrait correspondre au village qu'il recherche. Ça commence à peu près dans cette direction-là, et puis ça tourne autour de cette sorte de presqu'île. Ce qui l'intéresse, ce sont ces pieux que l'on distingue sous les eaux. Des vestiges similaires ont déjà été retrouvés dans d'autres lacs alentours. D'après les archéologues, il s'agit des restes des tout premiers villages construits en Suisse au néolithique. Nous avons en effet retrouvé des dizaines de villages lacustres. C'est comme ça qu'on appelle ces villages construits au néolithique, au bord des lacs. Ils étaient bâtis sur des terrasses de sable. Les restes archéologiques de ces sites
au bord du lac sont faites pas au bord du lac, mais dans le lac aujourd'hui. Au néolithique, il faut s'imaginer que le niveau du lac, des lacs, était plus bas à l'époque et qu'il est monté depuis. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, les pieux, le reste de ces maisons, de ces villages, se retrouvent dans l'eau. Chnidi aurait-il vécu dans l'un de ces villages engloutis? Pour le vérifier, les archéologues ont épluché les rapports de fouilles. Ces sites lacustres ont été systématiquement datés. Ils ont alors comparé ces datations à celles de Chnidi. Mais aucune ne coïncide. Aucun de ces villages ne peut être celui de Chnidi. Le site que l'équipe de Lucas s'apprête à fouiller constitue peut-être la dernière chance de le retrouver. Non mais ça te va comme ça? Ou tu veux encore plus serré? Ces plongeurs vont effectuer des prélèvements qui permettront ensuite de dater le site. La température de l'eau ne dépasse pas les 2 degrés. La raison pourquoi on plonge en hiver, c'est surtout la visibilité. Donc l'eau, normalement, elle est beaucoup plus claire en hiver qu'en été. Et en plus, il n'y a pas de végétation. Donc en été, il y a beaucoup plus de végétation au fond. Mais avec ces combinaisons étanches, c'est assez agréable. Cet hiver, l'eau du lac est encore trouble et rend la progression difficile. Les premiers pieux apparaissent. Ils sont encore dans un état de conservation exceptionnel, après des millénaires passés sous l'eau. Pour que la datation soit optimale, les plongeurs prélèvent les mieux préservés de tous. Oh, quel beau morceau! C'est vraiment des poteaux qui tenaient en fait les sols et les maisons. Ça, la partie qui était dans le sédiment, donc elle est mieux conservée que cette partie-ci. On voit aussi que ici il reste un centre très dur. Donc ça c'est typique aussi pour le chêne. En fait cette partie-là, elle est comme si c'était un arbre neuf, et donc très dur aussi à scier. Au total, les plongeurs recensent près d'une centaine de pieux. Ce qui pourrait correspondre à un village d'au moins une dizaine de maisons, selon Lucas Scherer. Pourrait-il enfin s'agir du village de Chnidi? Les datations vont-elles coïncider cette fois-ci? Quelques semaines plus tard, le verdict s'apprête à tomber. L'archéologue Matthias Bolliger est en train de dater les pieux prélevés dans le lac grâce à la dendrochronologie. Cette technique, qui s'appuie sur l'étude des cernes de l'arbre, va permettre de déterminer avec exactitude à quelle période cet arbre a été coupé. Je commence à la première cerne et je clique à chaque fois que j'envoie une nouvelle.
Cela va créer ce qu'on appelle une séquence de l'arbre. L'ordinateur va pouvoir comparer ces résultats à ceux de toutes les autres espèces de chênes déjà référencées sur les 10 000 dernières années. Si notre modèle coïncide avec un autre modèle déjà référencé, on va pouvoir savoir avec précision de quand il date. On pourra même savoir s'il a été coupé au printemps, par exemple. Pour qu'il y ait une chance que Schneidi ait habité ce village, il faut que les datations de ces pieux se situent autour de 2800 avant notre ère. C'est la condition sine qua non. L'archéologue Regine Stapfer attend ces résultats depuis des semaines. Ici, tu vois les mesures. Toutes les datations que j'ai faites sur ces pieux sont similaires. Les dernières cernes sont toutes de la même année, ce qui veut dire que les arbres ont tous été abattus au même moment. Il s'agit donc de toute évidence de la même phase d'habitation. Toutes ces maisons forment bien un même village. Et donc de quand date-t-il ce village? Si je calcule la courbe moyenne et que je la compare avec la chronologie de référence, les statistiques sont très claires. Ça nous donne ce résultat. Ce village date de 2794 avant notre ère. Très bien. C'est la datation que j'espérais. C'est très proche de 2800 avant notre ère. Oui. Et ils ont été coupés en automne ou en hiver. Ces résultats prouvent qu'il s'agit bien d'un village néolithique comme on le pensait. Mais ce qui est encore plus important, c'est que ces maisons ont été construites avec des troncs de chêne abattus vers 2800 avant notre ère. Donc exactement à l'époque de Schneidi. Tous les arbres ont été abattus lors de la même année pour construire ce village lacustre, le seul qu'on ait retrouvé pour cette période. Il est donc possible que ce soit le village de Schneidi. Maintenant qu'ils ont peut-être découvert ce qu'il reste de son village, les archéologues peuvent commencer à imaginer le mode de vie de Schneidi. Si Schneidi provenait bien de ce village lacustre qui a été retrouvé, on peut en déduire qu'il vivait au sein d'une grande communauté. Car ce village comptait a priori une douzaine de maisons en bois et en torchis. Tout autour du village devait se trouver une palissade qui ceinturait l'ensemble. Les maisons sont habitées par ce qu'on peut appeler des familles, parce qu'on a trouvé des tombes, par exemple sur le site de Eulau en Allemagne, où on a 4-5 squelettes qu'on a identifiés avec l'ADN, et on s'est rendu compte que c'est vraiment papa, maman, enfant. Donc un lien de parenté très proche. Donc la notion de famille nucléaire, elle apparaît à ce moment-là. Au Paléolithique, donc la période d'avant, on s'imagine plutôt pas une famille nucléaire, mais quelque chose de plus grand, une sorte de clan, une appartenance à une même ethnie, plus qu'une famille.
En ce qui concerne la nourriture, les fouilles montrent qu'au néolithique, l'alimentation était déjà très variée. Nous trouvons des restes de viande d'animaux élevés ou chassés qui servaient à faire des ragoûts. Mais à cette époque, puisque l'homme découvre l'agriculture, les aliments de base, ce sont surtout les céréales, comme le blé ou les légumineuses, comme les petits pois qui commencent à être cultivés à cette période. C'est pour ça que l'alimentation est très diversifiée. On y trouve des hydrates de carbone, des céréales, des protéines. En fait, les bases de notre alimentation actuelle ont été posées à l'époque de Schnidi. Mis à part, bien entendu, les aliments du Nouveau Monde, comme la pomme de terre et la tomate qui n'existaient pas à cette période en Europe. Une partie de la maison était évidemment dévolue au sommeil, mais d'autres activités pouvaient y être pratiquées, comme le tissage, la vannerie, la couture. Cette vie était peu différente de celle des paysans dans les sociétés pré-industrielles et beaucoup de nos arrière-grands-parents devaient vivre un peu comme Schnidi. Alors on peut très bien imaginer que Schnidi est un père de famille qui est parti plusieurs jours pour la chasse parce que sa famille a sûrement faim aussi, peut-être que la récolte n'était pas très bonne et donc il est obligé de partir, aller à la chasse, quitter sa famille quelques jours, quelques semaines pour la nourrir tout simplement. Donc ça c'est une théorie qui est absolument possible. S'il est bien parti de chez lui pour aller chasser, Schnidi s'est-il retrouvé en haut de ce col par accident? Ou avait-il prévu de le traverser? La réponse se trouve certainement dans l'équipement de Schnidi. S'était-il muni de vêtements adaptés à la haute montagne? C'est la question que se posent les archéologues. Andreas Bahr est archéotechnicien, spécialiste des reconstitutions d'objets préhistoriques. Les archéologues l'ont chargé de recréer, à l'identique, les vêtements de Schnidi. Wow, mais c'est plus grand que ce que j'imaginais. Il va commencer par le pantalon en peau de chèvre que la conservatrice Johanna Klugel lui présente pour la première fois. C'est quel côté du pantalon, là? Attends, je dois regarder. Le côté externe. Ah, le côté externe. Il n'y a pas d'oxygène dedans, j'imagine. Exactement. Ici, on a l'indicateur. Il faut qu'il soit rose pour que ce soit bon. Ça veut dire qu'il y a moins de 0,3% dans cet emballage. On sait que l'oxygène, surtout en combinaison avec la lumière, favorise le processus de détérioration. C'est pour cela que nous exigeons un environnement pauvre en oxygène. J'avais tellement hâte de pouvoir observer cette jambière en détail. Bien sûr, j'ai lu toutes les publications à son sujet, mais ça ne donne jamais la même impression quand on l'a réellement devant soi. Je savais que c'était le plus grand fragment de cuir néolithique jamais retrouvé en Europe, mais malgré tout, j'ai été très surpris par la taille. C'est énorme. Il ne me reste plus qu'à me mettre au travail. Maintenant, je sais ce que je dois faire. Et je ressens des picotements dans les mains tellement j'ai envie de m'y mettre. En plus du pantalon, Andreas Bahr va aussi recréer les chaussures en cuir de Schnidi. Et son manteau, à partir de ces fragments retrouvés en fouille. Grâce à ces reconstitutions, les archéologues vont mener une expérimentation inédite.
Ils vont tenter de traverser les Alpes comme Schneidi il y a 5000 ans, en suivant le même trajet, en portant les mêmes vêtements. Refaire le trajet de Schneidi avec les mêmes habits, ça me semble essentiel. C'est seulement en portant ces vêtements qu'on pourra savoir s'il avait réellement pu prévoir un tel voyage en haute montagne. Ça fait partie de la démarche archéologique parce que je pense qu'on peut d'un côté analyser le vêtement, mais de savoir comment on se sent quand on porte un vêtement comme ça, on ne peut pas le faire avec une théorie. Ça, il faut le faire en pratique. Pour reconstituer les vêtements de Schneidi, Andreas va devoir utiliser strictement les mêmes matériaux que ceux qui ont été retrouvés en fouille. Du cuir de chèvre pour les chaussures et le pantalon. Les coutures, elles, seront faites en libère, une fibre que l'on peut encore trouver en pleine nature aujourd'hui. À une trentaine de kilomètres de Berne, au lac de Mora, Andreas en a repéré. Je pars collecter du Liber de tilleul. Le Liber, c'est la couche qui se trouve juste sous l'écorce des arbres. Et c'est cette couche dont j'ai besoin. J'ai beaucoup de chance, je dois dire, car j'ai découvert un tronc d'arbre qui se décompose au milieu du lac depuis quelques mois. C'est donc parfait pour moi. Je peux cueillir ce Liber de tilleul gratuitement, dans ce qu'on peut appeler le magasin de la nature. Là, devant nous, on distingue l'arbre. Il ne reste plus qu'à descendre du kayak. C'est probablement comme ça qu'au néolithique, on se fournissait en fil à coudre. On trouvait au hasard un arbre qui se décomposait dans l'eau. Pour retrouver leurs gestes, Andreas utilise les mêmes outils que les hommes du néolithique, il y a 5000 ans. À cette époque, le métal n'avait pas encore été inventé. Il se servait donc de matériaux naturels, comme la corne animale. Voilà, l'écorce est séparée du tronc. Et là, on voit les fibres de Liber. C'est ça ce que je recherche pour fabriquer mon fil à coudre. Andreas a besoin d'une dizaine de fagots de Liber pour la reconstitution des vêtements de Schneidi. Bon, j'espère que la reconstitution va bien se passer avec ce matériau. Avec ce fil, je devrais réussir à coudre les jambières en cuir de chèvre. Quelques semaines plus tard, la reconstitution peut débuter. Andreas s'est procuré une peau de chèvre dans une tannerie. J'utilise bien sûr le Liber que j'ai récupéré au lac de Mora. Mais honnêtement, je suis un peu surpris. Il n'est pas aussi résistant que ce que je pensais. C'est un travail propice à la réflexion. Pendant que je fais cette reconstitution, je pense beaucoup à ces populations au néolithique. Elles ont vécu il y a si longtemps, mais il s'agissait de gens comme nous, comme moi. Je pense tout particulièrement à ceux qui ont mis au point ces techniques. Parce qu'il y a bien sûr un cerveau, une personne derrière ce vêtement. Et je suis toujours étonné de me rendre compte qu'aujourd'hui, les techniques de couture ont peu changé. Nous sommes encore tellement proches d'eux.
En préparant ses travaux de couture, Andreas a fait une découverte importante sur Schneidi. Grâce aux dimensions de la jambière, il a pu déterminer sa taille. Il devait mesurer environ 1,60 m, ce qui correspond à la moyenne des hommes au néolithique, selon les études des archéologues. Mais ce qui peut sembler surprenant, c'est que des dizaines de millénaires plus tôt, au Paléolithique supérieur, les hommes mesuraient autour d'1,80 m. Au Paléolithique, les gens étaient plus grands qu'au Néolithique. Cela s'explique par la consommation de protéines, car au Paléolithique, les chasseurs-cueilleurs mangeaient surtout de la viande. Au Néolithique, à l'époque de Schneidi, puisque l'homme devient agriculteur, la nourriture se compose surtout de végétaux et de céréales. Et c'est probablement pour cela que la taille a diminué. La consommation de viande a une influence directe sur la taille des personnes. En parallèle du pantalon, Andreas tente aussi de reconstituer le manteau, qui est en libère de tilleul lui aussi. Il lui permettra de vérifier si Schneidi était bien équipé pour affronter les températures en haute montagne. Ich bin unglaublich gespannt, wie das eigentlich ist. Da gehen die Meinungen auch etwas auseinander. Also in der Je suis très surpris parce que dans certains articles scientifiques, il est écrit que ce manteau n'isole pas bien du froid. Mais ce n'est pas du tout mon impression. Pendant la fabrication, je l'essaie régulièrement. Et à chaque fois, je me dis, si, ça donne vraiment chaud. Ich finde doch, dass es eigentlich auch warm gibt. Par contre, je reconnais que ça gratte au niveau du cou. Ce n'est pas vraiment comme de la laine mérinos. Peut-être que les gens du néolithique n'étaient pas aussi sensibles que nous aujourd'hui. Cette excursion va enfin nous permettre de répondre à quelques points qui restent encore obscurs sur ces habits. Peut-on vraiment traverser les montagnes avec de tels vêtements? Est-ce qu'ils sont confortables et pratiques? Et que se passe-t-il s'il pleut? J'ai hâte de savoir. Andreas Bahr est en route pour le point de départ de l'expédition. Catherine Glauser l'accompagne. C'est avec elle qu'Andreas va tenter de grimper jusqu'au col du Schnidejor, en habit néolithique. Pour le moment, je me sens relativement bien. Mais bon, on n'a pas encore commencé à marcher. Étonnamment, cette nuit, j'ai plutôt bien dormi. Mais je dois reconnaître que j'ai pas mal d'appréhension quand même. Je sais que je risque d'avoir mal un peu partout ce soir, notamment aux pieds. D'après les archéologues, si Schneidi est bien parti d'un village lacustre au pied de la montagne, il est obligatoirement passé par cette vallée, l'unique voie d'accès jusqu'au Schnidejor. C'est donc d'ici qu'ils vont débuter l'ascension, en ne s'autorisant aucun confort moderne. Alors d'abord, je dois bourrer les chaussures avec de la mousse végétale. J'ai bien envie de savoir si ça fonctionne. J'espère, hein. En fouillant des villages lacustres, des archéologues ont retrouvé de la mousse qui avait une forme de semelle. Quand on a fait les essais de ces chaussures il y a quelques jours avec Catherine, on s'est rendu compte qu'on avait très froid aux pieds. Alors avec cette mousse, ce sera peut-être plus supportable.
J'ai pris de la viande séchée. On ne sait jamais si on a besoin d'énergie. Et puis j'ai amené aussi des pommes séchées. Ah oui, parfait. Voilà. Et puis voilà des noisettes. Oui, c'est exactement la nourriture que Schneidi aurait pu amener lui aussi. Pour que cette expérimentation soit valable scientifiquement, il faut que notre équipement et notre nourriture soient entièrement conformes à ce que pouvait avoir Schneidi il y a 5000 ans. C'est la seule solution pour vraiment essayer de se glisser dans sa peau. J'ai amené aussi 2 morceaux de pain. Ils sont à base de farine de blé complet. Donc c'est cohérent avec l'époque de Schneidi. Catherine et Andreas se lancent sur les pentes que Schneidi aurait gravies près de 5000 ans avant eux. Paul, le mari de Catherine, fait l'ascension lui aussi pour leur porter assistance en cas de blessure. Les premières sensations sont vraiment surprenantes. J'avais très peur que mes pieds ne supportent pas de marcher dans ces conditions. Mais premièrement, avec la mousse, j'ai très chaud. Et deuxièmement, la chaussure semble s'adapter aux pierres. Donc pour l'instant, c'est satisfaisant. J'avais assez peur moi aussi de cette ascension. Je me suis beaucoup entraîné à marcher pieds nus ces derniers mois. Bon, les pierres ou les cailloux pointus font assez mal, donc j'essaie de marcher autant que possible sur l'herbe. Mais dans l'ensemble, pour le moment, ça va. Leur objectif, le col du Schneideyor, se trouve à plus de 6 heures de marche, tout en haut de cette montagne. Catherine y grimpe chaque année depuis 15 ans pour fouiller. Mais va-t-elle réussir à l'atteindre cette fois-ci, avec cet équipement néolithique ? Après 3h30 de marche, la fatigue commence à se faire sentir. À cette altitude, l'herbe ne pousse presque plus. Catherine et Andreas progressent difficilement dans un pierrier. Tu vois, j'avais l'impression que je connaissais chaque pierre de ce chemin, vu que je reviens chaque année ici. Mais avec ces chaussures, c'est comme si je le redécouvrais. Je n'avais jamais fait attention à ce point au chemin. Je me rends compte de tous les petits obstacles qu'il y a. Schneidi, lui, devait savoir qu'il y a des endroits où tu peux aller et d'autres où il ne faut surtout pas marcher. Avec nos chaussures modernes, on y va tout simplement. On ne réfléchit pas. Une heure plus tard, ils arrivent au refuge du Wildhorn. Ils ont mis plus de temps que prévu. Le Schneideyor se situe encore à plusieurs heures de marche. Mais ils n'iront pas plus haut, car cette expérimentation leur a déjà apporté les réponses qu'ils cherchaient. Oui. So,
Cette expérimentation nous prouve que oui, on peut grimper en altitude avec ce type de vêtements. Il en ressort clairement que le fait de venir ici il y a 5000 ans comme Schnidy l'a fait n'était pas du tout irrationnel. Il avait les vêtements adaptés pour ça, ça ne fait aucun doute. Mais c'était quand même extrêmement risqué. Aujourd'hui, il y a ce refuge au pied du col, on a un service météo, on peut même faire venir un hélicoptère si besoin. Lui ne pouvait compter sur aucun secours. Un brusque changement de temps, une simple entorse à la cheville, et c'était la fin. Cette expérimentation semble valider l'hypothèse selon laquelle, en dépit des risques, Schnidy avait bien prévu de partir pour un long voyage. Il était équipé en conséquence. Mais alors, dans ce cas, quel pouvait être le but de ce périple qui l'obligeait à traverser le Schneedeojord ? De l'autre côté du col, au fond de la vallée, les archéologues ont peut-être trouvé la réponse. C'est une récente fouille au cœur de la ville de Sion qui les a mis sur cette piste. Les scientifiques viennent de mettre au jour ces imposantes dalles verticales qui constituaient la base d'un dolmen. Ils ont aussi retrouvé des dizaines de squelettes. Et des parures, comme cette dent d'ours sculptée. Il s'agirait d'une nécropole néolithique, un sanctuaire où l'on enterrait les défunts. Ce que nous savons, c'est qu'à cette période apparaissent les premiers cimetières. On en trouve deux formes, soit des tombes individuelles creusées dans la pierre, un peu comme celles qu'on connaît aujourd'hui, soit des dolmens comme à Sion, c'est-à-dire des tombes collectives où plusieurs personnes étaient inhumées. Le fait que les hommes commencent à enterrer les morts dans des monuments prouve qu'au néolithique, on croyait déjà en l'au-delà. On peut même parler de religion. Schnidy connaissait-il l'existence de ce sanctuaire? Et dans ce cas, aurait-il tenté de traverser la montagne pour se recueillir ici? Selon les archéologues, l'hypothèse est plausible. Car cette nécropole aurait été utilisée entre 2900 et 500 avant notre ère. Elle existait donc déjà à la période de Schnidy. Et puis, il faut bien comprendre que ce dolmen n'est pas juste une petite sépulture. Ce devait être un lieu spirituel majeur qui était sûrement connu jusque dans les vallées alentours. Le fait que de telles nécropoles aient été construites pour les défunts, cela montre que ce que l'on appelle le culte des ancêtres jouait un rôle majeur dans les croyances de ces sociétés néolithiques. Ahnenkulte vielleicht eine gewisse Rolle gespielt haben. Man könnte sich vorstellen, dass Schnidy vielleicht Donc, on peut peut-être imaginer que Schnidy avait bien envisagé de participer à une procession religieuse. Dort vielleicht auch Schutz oder Hilfe gebeten hat. Man kann sich auch Il voulait peut-être se mettre sous la protection d'ancêtres ou implorer leur aide, peut-être pour sauver un proche malade. C'est tout à fait le genre de faveur qu'on pourrait encore demander aujourd'hui. Le changement d'activité et d'alimentation lié au mode de vie néolithique a pu favoriser l'apparition ou la multiplication de certaines maladies, comme l'arthrose,
les caries ou encore les parodontites. Des épidémies et des parasitoses ont également pu être favorisées par l'augmentation de la population et par la proximité avec les animaux. Schneidi aurait-il participé à un tel rituel? Ce scénario peut-il être validé? Impossible pour les archéologues d'être catégoriques, d'autant qu'un doute persiste. Si Schneidi a entrepris ce voyage dans un but spirituel, pour implorer ses ancêtres, pourquoi se serait-il muni d'armes? Schneidi, le fait qu'il ait emmené un tel arc et des flèches, pour moi, ça raconte beaucoup de choses. Bien sûr, on peut penser qu'il les avait pris pour se défendre contre des animaux sauvages pendant son voyage. Mais on peut émettre une autre hypothèse. Il n'avait peut-être pas pris cet arc et ces flèches pour se défendre, mais au contraire pour attaquer des animaux ou des hommes. L'arc en if, les flèches et le carquois de Schneidi sont des objets exceptionnels. Il s'agit certainement d'une des panoplies d'archers les plus complètes et les mieux conservées que l'on ait trouvées. Ces objets, qui sont plutôt des attributs masculins, posent bien évidemment la question du statut de Schneidi. S'agit-il d'un chasseur ou s'agit-il d'un guerrier? Il ne faut pas oublier qu'à cette période, avec la néolithisation, les hommes deviennent sédentaires et s'approprient les territoires. C'est dans ce contexte que naissent les premières guerres. Certes, avant le néolithique, les hommes de la préhistoire réglaient déjà leurs conflits par la violence. Mais c'est bien au néolithique qu'apparaît la notion de guerre, au sens où la mise à mort est désormais autorisée et organisée. Ce qui peut l'expliquer, c'est qu'au néolithique, on assiste à une explosion démographique. Dans les périodes plus anciennes, il y avait beaucoup moins d'hommes qui vivaient sur Terre. Mais au néolithique, la population s'accroît rapidement. Or, plus les groupes vivent proches les uns des autres, plus le potentiel d'agression augmente. À partir du moment où on s'installe à un endroit, il va falloir défendre en fait ce territoire. Donc on a aussi des palissades qui vont être construites et on va sûrement aussi devoir se défendre contre des attaques. Imaginons qu'on n'a pas assez de nourriture et le village d'à côté en a assez. Alors peut-être qu'on va aller attaquer le village d'à côté pour avoir cette nourriture. Et donc c'est vraiment à partir de ce moment-là qu'on peut s'imaginer que les hommes vont vraiment commencer à s'attaquer entre eux. La notion de guerre apparaît. L'archéologue Vanessa Hausener a l'intuition que Schneidi était peut-être un guerrier envoyé en mission. Pour explorer cette autre piste de réflexion, elle va voir des confrères français, spécialistes des guerres au néolithique. Près de Strasbourg,
Fanny Chenal et Philippe Lefranc, chercheurs à l'INRAP, ont retrouvé les traces de ce qu'ils appellent un épisode de fureur meurtrière. Sur le site d'Arenheim, ils ont mis au jour un charnier contenant 6 corps. Ces individus semblent avoir été tués lors d'un conflit armé, d'une violence innommable. Tous les crânes sont fracturés. Tous les tibias sont fracturés également. Toutes les cages thoraciques sont fracturées. D'accord. Donc c'est systématique en fait. C'est complètement systématique. On a l'impression que les gestes ont été répétés pour chaque individu. Et pour 5 d'entre eux, on n'observe pas des fractures, mais on peut voir ici sur les os des perforations comme ça. Donc des perforations parfaitement circulaires qui ont transpercé l'os. On le voit bien derrière. On les voit à l'arrière. Donc ça, c'est aussi une trace de violence, pas des fractures, mais c'est vraiment des traces de violence. Et ce qu'il faut bien s'imaginer, c'est que ce sont des individus en chair qui ont été déposés dans cette fosse. Et ça, on en est certain, puisque toutes les articulations sont maintenues. Certains ont été poussés contre la paroi de la fosse, de telle sorte que les jambes ont été plaquées contre les bords et forment des angles au niveau du milieu des tibias. C'est une vision tout à fait terrifiante. Je pense que le dépôt, au moment où il a été réalisé, devait être vraiment morbide et devait refléter une violence inouïe. Donc en fait, on parle ici vraiment d'un massacre de gens. La surviolence qu'on peut observer sur ces squelettes, on la connaît aussi dans l'ethnologie, c'est ce qu'on appelle la pratique de l'overkill. Voilà. D'accord. Détruire au maximum le cadavre de l'adversaire pour que dans l'au-delà, il soit aussi handicapé. D'accord, donc c'est pas juste on tue et c'est fini, c'est vraiment ça continue, c'est très ritualisé en fait. Voilà, justement. Ce qu'on observe vraiment, ce qui est clair à Arenheim, c'est que chaque individu présente beaucoup plus de traces de violence que ce qu'il en vaut pour qu'il soit mort. En fait. Justement. C'est beaucoup plus qu'une mise à mort. C'est vraiment un acharnement, c'est net, tous les os. On a très peu d'os intacts finalement. D'après les archéologues, le charnier d'Arenheim n'est pas un cas isolé. Ces massacres semblent avoir été fréquents au néolithique. En Autriche notamment, on a retrouvé un autre dépôt néolithique, avec environ 60 défunts. Il s'agit d'hommes, d'enfants et de femmes d'âge mûr. Mais bizarrement, il n'y a aucune jeune femme. On pense qu'elles ont été kidnappées par les assaillants, qui les emmenaient ensuite dans leur village. C'est vraiment à cette période qu'on voit apparaître certains des aspects les plus abominables de l'humanité. Les archéologues ont mis au jour des dizaines de sites comparables à Arenheim dans toute l'Europe. Preuve qu'au néolithique, un climat de profonde violence se développe. Au néolithique, il ne faut pas imaginer des armées de soldats en mouvement qui s'affrontent sur le champ de bataille. Les guerres traditionnelles, c'est plutôt à base de raids, de petits groupes qui s'insinuent en territoire ennemi et qui ensuite se retirent. Alors, il faut imaginer un exemple qui parle à tout le monde, c'est les exemples des raids des Indiens qui vont dans le village d'à côté pour voler des chevaux, ou aussi dans le cadre de véritables guerres, des guerres qui font beaucoup de morts. Les guerres traditionnelles font moins de morts que nos guerres modernes, et ramener à la population, d'autres populations, c'est un pourcentage qui sont absolument effroyables. L'intuition de Vanessa Hausener est une hypothèse qui semble pouvoir être retenue. Armé comme il l'était, Schnidi était peut-être lui aussi un guerrier envoyé en mission. Dans l'hypothèse que Schnidi ait passé le col pour attaquer un village de l'autre côté dans la vallée, on peut effectivement s'imaginer que ça s'est passé en petits groupes qui approchent le village peu à peu, un petit groupe qui peut être de 3 à 4 personnes pour attaquer ce village.
donc ce serait en revenant de son attaque potentielle de l'autre côté de la montagne, peut-être qu'il était blessé aussi et qu'il était trop faible pour suivre son groupe, il a perdu son groupe, se serait fait surprendre par une intempérie et peut-être mort de faim ou aussi de fatigue. Schneidi était-il donc en route pour se recueillir auprès de ses ancêtres? Ou faisait-il partie d'un raid guerrier? Son corps, s'il était retrouvé, permettrait aux archéologues de comprendre quelle est la bonne piste. Là, il y avait la partie inférieure du névé. Et là, la partie supérieure. Mais maintenant, il n'y a plus rien. Ce qu'on voit, ce n'est pas de la glace, juste de la neige qui vient de tomber. Comme prévu, 1 an après leur dernière expédition, les archéologues sont de retour au Schneidejord, sous la direction, cette fois, de Regula Gubler. Le névé, qui rétrécissait à vue d'œil depuis une dizaine d'années, a fini par complètement disparaître. Mais cette fois encore, les archéologues ne retrouvent aucune trace du corps de Schneidi. C'était la dernière chance de retrouver Schneidi. Le névé a désormais fondu, donc on l'aurait déjà vu. Malheureusement. Le corps de Schneidi n'est pas en haut du col. C'est désormais une certitude. Alors, que s'est-il passé? Il avait sûrement des vautours, il avait des loups, et il y avait des ours en montagne. Donc peut-être il était mangé par des animaux sauvages, mais je pense, même s'il était mangé par des animaux sauvages, il reste encore quelque chose. On sait que le vautour mange tous les petits ossements. C'est pas exclu. Peut-être il était pris par des vautours. Il y a une autre explication possible. Peut-être qu'un ou plusieurs proches de Schneidi sont venus le chercher. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait quand une personne meurt en montagne? On va la chercher pour l'inhumer dans son village. On veut l'enterrer pour de vrai. Et je pense que c'était la même chose au néolithique. On ne laisse pas traîner quelqu'un sur un endroit où il pourrait devenir un zombie. Il pourrait devenir quelqu'un qui effraie les troupeaux, qui entraîne des maladies, qui entraîne des malheurs avec lui. On ne va pas le laisser traîner en montagne. Schneidi était peut-être congelé. Dans ce cas-là, ses vêtements devaient coller à la glace. Donc on les a sûrement découpés. Ou alors ils se sont déchirés. Ça ne devait pas être très important. L'essentiel, c'était de récupérer le corps pour pouvoir l'enterrer. Peu importe s'il manquait une chaussure.
Désormais, nous avons vraiment fait une croix sur le fait de le retrouver. C'est vraiment dommage. Le suspense est terminé. Ça aurait été tellement beau. C'est vraiment l'enquête la plus excitante de toute ma carrière. Très peu d'archéologues ont la chance de mener une enquête comme celle-là dans leur carrière. Donc, c'est vraiment une aventure qu'on n'oubliera jamais. Après 15 ans de traque, le rêve prend donc fin pour les archéologues. En dépit de tous leurs efforts, le corps de cet homme restera probablement à jamais introuvable. Cet ancêtre lointain qui semble finalement si proche de nous. Car il a vécu à une période clé qui a posé toutes les bases de nos sociétés actuelles. L'agriculture, la sédentarisation et la création de villages. Les notions de famille, de territoire et de guerre. Aujourd'hui encore, 5000 ans après Chnidi, nous sommes tous, femmes et hommes du XXIe siècle, les enfants du néolithique.